Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois avec Juliette, mon amie de l'école d'archi, donc qui est architecte tout comme moi, et on va parler de comment choisir et quel est finalement le meilleur choix entre un appartement neuf ou un appartement ancien. Coucou Juliette, ça va? Salut Mélissa, ça va et toi? Ça va super. Ça t'inspire ce sujet? Ouais, beaucoup. Donc, pour la première question, je voulais vraiment te poser, pour toi, quels sont les avantages et les inconvénients concrets du neuf, par rapport à l'ancien? Moi, comme a dit Mélissa, je suis architecte et je travaille dans une agence où on fait principalement du logement collectif en social et en accession, donc accession pour acheter directement. Je vais commencer par les avantages du neuf. À mon avis, l'avantage indéniable du neuf, c'est si vous cherchez quelque chose en termes de qualité environnementale, il faut absolument se tourner vers du neuf. Si vous cherchez un logement qui consomme peu d'énergie, qui est passif, bien que passif, en fait, c'est un terme qui est presque un petit peu vieux maintenant, mais si vous cherchez un bâtiment qui consomme peu d'énergie, qui a des bonnes performances, qui est bien isolé, qui a une bonne maîtrise de ce qu'on appelle le confort d'été et le confort d'hiver, c'est-à-dire que, un logement qui va être adapté à un maximum à la fois pour être confortable l'été et confortable l'hiver. Ça, je pense que c'est l'énorme force du neuf et c'est quelque chose qui va forcément se retrouver puisqu'on a des normes, thermiques à respecter. Ça, pour moi, si vous cherchez quelque chose d'environnementalement performant, le neuf, c'est sûr. Mmh. Et pour revenir sur, tout ce qui est niveau confort d'été et d'hiver, souvent on pense, à isoler les murs et les toitures pour être confortable en hiver. On évite, que le froid entre chez soi. Alors du coup, dans l'ancien, parfois, il y a des logements qui sont absolument pas, isolés et parfois, il y a des logements qui sont isolés, qui sont confortables uniquement en hiver. Parce qu'en fait, l'isolation, elle bloque le froid, mais quand on se retrouve en été, finalement, cette isolation-là, elle n'est pas la bonne pour bloquer, également le chaud et on se retrouve avec, des logements qui sont, uniquement pensés pour l'hiver, mais quand c'est l'été, on étouffe complètement. La chaleur, elle est insoutenable. Alors, souvent la solution qu'on trouve, c'est de mettre la clim, mais niveau environnemental, c'est pas génial. Dis-moi si je me trompe? Bah, la clim, c'est un vaste, sujet. Je pense que ça vaut la peine de faire une mini aparté dessus, Ouais. très rapide. En gros, les gens disent: «Oui, la clim, je comprends pas parce que ça consomme pas tellement d'électricité». Le problème de la clim, c'est pas tellement la consommation, d'énergie qu'elle implique, que la création d'îlots de chaleur qui vont se créer. Donc en fait, ça, littéralement chauffe encore plus les villes en été. Petit aparté sur la clim, Ouais, exactement, ça on en a pas conscience et bon, c'est aussi, très, très technique donc peut-être qu'on pourra, essayer de parler du sujet, sur une autre vidéo, essayer de vulgariser un peu, tout ce que ça implique. Parce que c'est quand même hyper important, hein. Encore une fois, c'est des choses dont les gens n'ont absolument pas conscience. Donc voilà, on va laisser ça, de côté. Mais ouais, effectivement, mais je te rejoins complètement. Au niveau du neuf, et surtout, la RE 2020, qui est en vigueur actuellement, en fait, ça change tout au niveau, du confort notamment et du respect de l'environnement. Les bâtiments anciens, donc bah, on peut très bien isoler un bâtiment ancien et tout, mais en fait directement ça va impliquer de l'argent. Finalement, on retrouve un petit peu le delta qu'il y a parfois entre le neuf et l'ancien. L'ancien est beaucoup plus abordable, mais finalement, on va se retrouver à avoir des travaux à faire dessus, qui sont d'une certaine ampleur si on veut dépenser le moins d'argent en chauffage et aussi pour refroidir son logement du coup, l'été. La question, c'est est-ce que vraiment ça comble? Est-ce que tu penses que, ça s'équilibre si on dit que d'un côté, il y a tout le confort, c'est optimal, c'est trop bien, on se sent bien, été comme hiver et de l'autre côté, on doit faire des travaux pour se sentir bien. À terme, ce sera à l'équilibre ou alors on fait pas les travaux, on se sent pas hyper bien, mais on dépense énormément en chauffage et tout, pendant du coup, les 10, 15, 20 années dans lesquelles on va vivre, dans l'appartement ou dans la maison. bah, en fait, je pense que ça dépend de plein de choses. Ça dépend aussi de sa sensibilité, aux questions, écologiques. Ça, c'est hyper propre à chacun, parce que techniquement, on peut avoir un logement archi bien isolé en full polystyrène, ce qui pour l'environnement n'est pas, terrible. Donc en fait, ça dépend aussi de comment on le fait.
Le truc, c'est qu'avec du neuf, on s'assure une solution, bah, de nouveau, comme on l'a déjà dit, plutôt standard, efficace. Ça répond aux normes actuelles. Si on veut rénover, thermiquement un logement, ça peut se faire très bien. C'est quand même une autre paire de manches. Je vous invite très fortement, si vous souhaitez faire une rénovation, de ce type dans votre logement, de vous rapprocher de personnes comme Mélissa, et de professionnels. C'est hyper important parce que c'est des sujets qui peuvent être extrêmement, techniques. Je pense qu'on peut complètement y arriver, mais honnêtement, il faut absolument être accompagné parce que la thermique, en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est pas juste, s'isoler en plus. Il y a des questions d'étanchéité à l'air, de ventilation. Par exemple, un cas hyper classique, c'est on réisole un logement, on se retrouve avec des problèmes de moisissure, hyper fréquents. Et donc pour moi, on peut, c'est juste que, il faut vraiment être accompagné. Moi, je vous dirais pas de le faire tout seul, vraiment pas. Je déconseille très fortement, l'expérience. L'isolation, c'est vraiment un sujet hyper, sensible parce qu'en fait, on a l'impression que, le but, c'est de rendre ton logement complètement, imperméable, j'ai envie de dire, aux, entrées de froid, de chaud, à tout. Mais en fait, si tu fais ça, s'il est complètement étanche à tout, en fait, il est aussi étanche à l'air, mais parfois beaucoup trop. Ça a créé des problèmes au niveau de la ventilation de ton logement. La ventilation, c'est quelque chose d'hyper, hyper important. Enfin, quand j'étais en agence, on avait un permis de construire à faire, une surélévation. En fait, on devait du coup respecter cette RE 2020 et pour ça, il n'avait pas d'autre choix que de mettre une VMC double flux. La VMC double flux, ça a quand même un énorme coût et c'est en fait que tes entrées d'air et tes sorties d'air, elles sont contrôlées complètement. Alors que, dans des bâtiments classiques anciens, on a une VMC simple flux où il y a seulement l'air de tes pièces du coup humides qui est extrait parce que d'autre part, il y a des entrées d'air dans ton logement et ce sont des entrées d'air qui se font naturellement. Parce que ton logement n'est pas complètement imperméable, en fait. Et quand tu dois l'isoler, alors du coup, là, tout ce qui est normes et tout impose, beh, d'avoir un bâtiment, complètement imperméable au froid et au chaud. Mais du coup, ça pose des problèmes de ventilation parce qu'il y a plus aucune entrée d'air naturelle qui te fait dans ton logement. Tu sors l'air, mais tu en fais pas entrer. Enfin, c'est du coup, ça fonctionne pas du tout. Il y a aussi des problèmes de moisissure et tout ça qui se créent à cause de, comment tu as isolé ton logement. Des questions de points de rosée. Enfin, en fait, on va pas rentrer dans toutes les techniques, mais c'est vraiment problématique. Donc c'est pour ça que sur ce point-là, c'est vraiment très, très important de se faire accompagner, pas uniquement par une entreprise qui, alors va savoir bien poser ton polystyrène à l'extérieur de ta maison, il y a aucun souci. Mais en fait, pour ce qui est de gérer l'après, elle aura pas forcément, les connaissances, elle aura tu pas forcément expliqué comment ça fonctionne, donc tu risques de faire des énormes erreurs. Oui, parce que comme tu le dis très justement, on peut avoir une pause qui est parfaitement réalisée et quand même des problèmes de moisissure et ce sera pas le problème de la pause, ça sera un problème technique, plus profond. C'est vrai qu'on peut peut-être pas s'étendre là-dessus. C'est très, très technique et d'ailleurs nous-mêmes, pour la petite histoire, on se fait accompagner de bureaux d'études qui sont Mmh. spécialisés dans ce domaine. C'est vraiment un domaine, très, très vaste. Et donc, pour, revenir sur, les avantages et les inconvénients concrets du neuf par rapport à l'ancien, on a parlé de tout ce qui est thermique. Concrètement, est-ce que tu as d'autres, aspects qui te viennent en tête? Oui, alors moi j'en ai un, alors, je me sens un peu bête même de ne pas l'avoir évoqué en premier parce que pour moi c'est hyper essentiel. Dans le neuf, vraiment, si vous avez des problèmes, pour vous déplacer, nous on utilise le terme PMR. C'est un peu un terme, fourre-tout, qui est personne à mobilité réduite. C'est plein de choses. C'est les personnes qui se déplacent avec une canne, en fauteuil roulant. Aussi, des problèmes, visuels. Les logements neufs, ils sont vraiment conçus pour, répondre aux, attentes de tous. Et ça, je pense que c'est un point qui est important à souligner. On parle de neuf ou d'ancien, mais en fait, parfois, on n'a pas le luxe de choisir. Et je pense que c'est aussi important de le rappeler que même si parfois on peut être un peu décontenancé parce qu'on se retrouve avec, bah, oui, des toilettes qui vont faire, 4 m², mais en fait, bah, c'est absolument essentiel pour certaines personnes qui n'ont pas accès à, je sais pas, quel pourcentage de logements, non adaptés il y a en France, mais je pense que c'est absolument, énorme. Donc bon, je me sens un peu bête de pas l'avoir dit avant, mais ça, c'est clair que c'est aussi un sujet, hyper important.
Non, mais te sens pas bête parce qu'en fait, c'est vraiment pas ce à quoi on pense quand, en fait, tu pas partie de ces personnes à mobilité réduite. Nombreuses sont ces personnes qui ne sont pas, du coup, à mobilité réduite et qui ont conscience du fait que, OK, leur logement, il est PMR, mais concrètement, c'est pas forcément adapté à eux et ils y pensent pas, tous les jours, de combien, c'est important, de faire, ce genre de logement, en fait. Enfin, c'est vraiment indispensable d'avoir des logements accessibles comme ça. En parlant de tout ce qui est, configuration, du coup, là, je passe un petit peu de l'autre côté. L'inconvénient, à mon sens, c'est que dans un logement neuf, on aura moins la possibilité de trouver des logements, qui soient, exceptionnels, à moins d'y mettre vraiment le prix. C'est-à-dire que tu te retrouves dans des logements avec des normes et des dimensions standardisées, en fait. Par exemple, la hauteur de ton plafond, la plupart du temps, elle fera 2,50 m et tu auras très rarement, dans des logements neufs, des doubles hauteurs avec des duplex incroyables et tout. Sauf si, vraiment tu mets le prix mais là, le prix, il est vraiment important quoi, tu vois? Bah, en fait, c'est vrai que c'est quelque chose, je pense, d'hyper important. On peut retrouver des qualités que habituellement on associe plus à l'ancien dans du neuf. En fait, la gamme, de logements neufs, elle est quand même vraiment, très large. C'est juste que, et ben, il faut se dire que malheureusement, il y a des budgets et que ce sera pas forcément celui qu'on attend, et voilà. Après, les logements anciens ont aussi énormément de belles, qualités. Comme on l'a dit, maintenant tous les logements sont adaptés ou adaptables, qu'on fait donc, aux normes PMR comme on l'a expliqué. Ce qui est très chouette parce qu'on est vraiment en manque de logements, adaptés pour ces personnes qui en ont réellement besoin et c'est vrai que d'un autre côté, ça nous impose de répartir nos surfaces d'une certaine façon. Par exemple, je vois, chez moi, j'ai un toilette qui doit faire à peu près, 1,5 m et une salle de bain qui fait 4 m². C'est sûr et du coup, ça me permet de récupérer de la surface ailleurs dans mon logement, dans mon séjour, dans mes chambres. Chose que maintenant, qui ne fonctionne plus comme ça. C'est un peu un revers de la médaille. C'est ni bien ni pas bien. C'est 2 systèmes, différents. Mmh. Ouais, ouais, c'est clair, hein. Dans l'ancien, on a aussi la possibilité justement de choisir où tu veux mettre tes mètres carrés. En fait, les logements sont vraiment conçus de manière très différente et notamment en fonction des époques au tu vois? Tu auras pas, les mêmes surfaces, dans un logement, alors du coup qui est ancien, mais des années peut-être 2010 parce que oui, maintenant on est, en 2020 et 2010, c'est dépassé. C'est déjà du logement ancien et dans des logements, qui datent, de, je sais pas moi, 1950. Voilà, ça dépend aussi du niveau du logement. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est un logement, bourgeois ou alors est-ce que c'est un logement, du type, chambre de bonne? Ça dépend de ça aussi, mais ça dépend aussi beaucoup de la période. Ouais, complètement, parce qu'il y a aussi des standards qu'on va vraiment retrouver, par période, et d'autres pas du tout. Par exemple, un truc où je suis très triste, mais enfin qui se perd de plus en plus dans les logements neufs, c'est le fait d'avoir une cuisine séparée. Je trouve que c'est hyper dommage, mais les cuisines séparées, neuf, ça n'existe, ben, en tout cas après, de nouveau, je le redis, pour le milieu dans lequel je travaille, pour la ville dans laquelle je travaille, où on a tendance à faire des logements un peu plus compacts. Les cuisines séparées, honnêtement, on n'en voit plus et je suis très triste parce que moi, j'adore faire mijoter mon bœuf bourguignon avec la porte fermée pour pas que ça sente dans tout le séjour et ça, c'est quelque chose qu'on peut plus trop faire. Chaque, époque on retrouve quand même des marqueurs forts malgré, comme tu l'as dit, on peut avoir des logements plus ou moins bourgeois. Il y a quand même des fois quelques marqueurs qui se retrouvent. Ouais, c'est important de faire attention à ça aussi quand on recherche dans les logements anciens. Évaluer aussi ce qu'il y a sur le marché, plutôt dans ta ville, on a construit à telle période ou même dans le quartier que tu vises, on a construit à telle période. Est-ce que c'est un type de logement qui te convient ou pas? Et c'est hyper important de faire attention à ça parce qu'en fait, au final, si les 2 ne coïncident pas, tu trouveras rien en fait. Tu trouveras rien qui te correspond. Le quartier que tu vises, tu as essentiellement des logements de tel type et si tu n'aimes pas ce genre de logement, tu trouveras pas ton bonheur et il faut savoir aussi, faire un choix parfois. Par exemple, on avait discuté la dernière fois, mais concernant, les types de balcons. Toi, c'est un logement du coup, c'est ça, années 60? Années 60, ouais, une construction qui date de 65. Ouais, années 60, tu vois, c'est beaucoup de balcons filants. Donc en fait, balcon filant, ça veut dire que tu as pas énormément de profondeur parce qu'en fait, ils filent sur plusieurs pièces.
OK, c'est cool. Tu as un balcon qui est accessible depuis plusieurs pièces, ça peut être, un avantage. Mais l'inconvénient, c'est que, eh ben, tu as pas la capacité de mettre, une table de, 4 personnes. Ouais, même 4 personnes, je suis pas sûre que ça rentre vraiment sur ces balcons-là. Tu vas manger dehors. C'est clair que, ben, du coup, on peut manger dehors, mais à 2 et sinon, c'est plutôt pour boire le café. Après, en fait, le truc, c'est que sa qualité principale, c'est presque pas dans l'usage de l'extérieur. Sa qualité principale, c'est presque dans le fait plutôt que ça permet d'avoir des grandes baies vitrées un peu partout et que, pour le coup, on a beaucoup de lumière parce que justement, ce balcon, ça permet de mettre des fenêtres qui descendent, ben, jusqu'en bas techniquement et on peut avoir des grandes fenêtres. C'est presque plus ça, sa qualité, que l'extérieur. Oui. En fait, il y a des avantages et des inconvénients. On n'a pas le choix, en fait, de prendre ce genre de caractéristiques comme elles sont. Donc, effectivement, parfois, tu aurais préféré que, OK, tu aies une fenêtre, un peu plus petite à un endroit, à un autre endroit, tu aies carrément une terrasse, mais ce n'est pas possible dans ce type de logement. Et si c'est ce type de logement qui, finalement, est le plus à ta portée en termes de budget et aussi, plus répandu, on va dire, dans le quartier que tu vises, il va falloir soit prendre ce qu'il y a, soit changer, ton critère au niveau du quartier que tu visais. C'est vraiment des décisions que tu as à prendre à un moment donné. D'ailleurs, que tu achètes dans l'ancien ou dans le neuf, tu as ce genre de décision-là à prendre pour toi. Il faut essayer de te dire: «OK, qu'est-ce que je veux et qui est indispensable et qu'est-ce que je ne veux pas et qui est complètement rédhibitoire pour moi, pour l'achat?» En termes de caractéristiques par époque, sur les choses qui se voient moins, mais qui sont quand même importantes, il y a aussi un peu les systèmes structurels, sans rentrer dans les gros détails. Si on fait des grosses familles, il y a, en gros, la famille, de tout ce qui va être plancher bois. Plancher bois, assez répandu. Attention, parce que, bah, tu en parleras sûrement mieux que moi, mais ça, bah, ça bouge, parce que c'est du bois. C'est pas que ça bouge qui est, je sais pas, dangereux ou autre, hein. Attention, ça bouge, mais un bâtiment, ça bouge et c'est normal. Mais un plancher bois, ça bouge et donc certaines cloisons qui sont de base des cloisons et donc non porteuses, parce que c'est ça la spécificité des cloisons, normalement, ce n'est pas porteur. C'est fin et ce n'est pas porteur. Contrairement aux murs qui sont plus épais et qui sont porteurs. Souvent, une cloison qui est en dessous d'un plancher de type bois va avoir tendance parfois, ça arrive, à devenir porteuse, enfin semi-porteuse. On les appelle, ouais, effectivement des cloisons semi-porteuses parce qu'en fait, le plancher se sera, légèrement appuyé sur cette cloison et si tu la démolis, si tu décides de la détruire pour, changer l'aménagement de ton appartement qui est en dessous de ce plancher bois, et bien finalement, va falloir que tu renforces un petit peu, que tu mettes un fer ou autre parce que le plancher d'au-dessus, eh ben, il risque de s'affaisser davantage. Je parle pas de toutes les conséquences qu'ils peuvent avoir après, mais je pense qu'on en a tous conscience, et parfois, il faut renforcer aux endroits des cloisons, qui sont, de base non porteuses, mais qui deviennent porteuses, avec le temps. À l'inverse, chez moi, dans l'appart dans lequel je suis actuellement, on est sur la période du tout béton. Donc tout est extrêmement solide. Clairement, en fait, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, tout est vraiment, ben, surdimensionné. Moi qui ai vraiment pas de fer dans les bétons, c'est quand même vraiment très dimensionné. Pour dire, chez moi, c'est un T3, donc une chambre, pardon, 2 chambres, un séjour. Je pense que j'ai 3 cloisons légères et après, je n'ai que des murs en béton. Qui est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est un avantage parce que, dès que je veux, par exemple, si je veux refaire ma cuisine, j'ai pas à me poser, à la question de: «Ah, est-ce que ça va bien tenir dans mon mur?» C'est un mur béton. A priori, je vais pouvoir faire mes trous et cetera, voilà. Le revers de la médaille, c'est que, par exemple, si je veux, ben, justement ouvrir ma cuisine, ça va être très compliqué parce que, ben, du coup, j'ai un mur qui est porteur, parce que j'ai un mur béton et littéralement, dès que je veux accrocher le moindre miroir, le moindre truc, je suis obligée de sortir le pare-faux et de faire un bruit de fou furieux parce que, ben, c'est un peu le revers de la médaille. C'est à prendre en compte aussi. Ouais et du coup, ça coûte plus d'argent si tu veux vraiment, adapter ton logement, et donc, comme tu disais, ouvrir des murs et tout ce que tu n'as pas fait toi. Mais si tu voulais avoir une cuisine ouverte, justement, c'est des coûts, importants parce qu'il faut remettre un fer, et puis aussi dans un bâtiment collectif, qui dit ouverture de murs porteurs et donc toucher à la structure et bah, tout ça, ça va en assemblée générale. C'est des procédures qui peuvent être beaucoup plus longues.
tout le monde n'a pas envie que tu fasses ce genre de travaux chez toi, mais si, tu as un ingénieur et machin, machin, ça doit être voté. Voilà, il y a des conséquences, qui sont pas négligeables, quand tu veux faire ce type de travaux, alors que tu as énormément de murs porteurs chez toi. Et donc, pour conclure un peu sur ce sujet de la rénovation, pour toi, c'est quoi les points à cocher avant de se lancer dans un appartement ancien et donc, dans une, rénovation? Les points à cocher au niveau du bien que tu vas acheter du coup et au niveau de toi, où tu en es dans ta réflexion? Pour moi, les points à cocher, enfin les questions qu'il faut absolument se poser, on en a pas mal parlé au début, c'est vraiment la question de la thermique. Parce que la thermique, c'est aussi l'argent, c'est aussi l'écologie suivant sa sensibilité. Donc c'est hyper important. Ensuite, on a tout ce qui est, question d'usages, plus généraux. Donc par exemple, bah, cuisine, séparée, ou pas, surface du séjour, surface des chambres. Aussi des petits espaces en plus. Est-ce qu'il y a une buanderie par exemple? Est-ce qu'on va retrouver ce genre de petits espaces, petites, réserves un peu, dans des coins? Et aussi se poser la question, bah, des espaces extérieurs. Déjà, est-ce qu'on en veut? Et si on en veut, qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce qu'on veut pouvoir y mettre une table pour prendre tous les soirs des apéros avec, son groupe de 8 potes? Ou alors est-ce que, à l'inverse, ben, pour nous l'extérieur c'est sympa si on en a un, mais c'est plutôt, pour aller boire un petit café, de temps en temps. Moi je dirais que c'est vraiment les 3 critères, sur lesquels il faut se poser des questions. Ouais, donc en fait, au niveau des points à cocher, faut être clair sur ce qu'on veut. Avoir conscience et mettre même par écrit, parce que c'est bien parfois quand tu peux avoir les critères devant toi et ne pas finalement, céder à la tentation, d'un bien qui paraît exceptionnel parce que voilà, alors parfois ça arrive, tu sais, ce genre de coup de cœur où là tu dis: «Waouh, c'est génial!» Tu es vraiment, ému parfois, ça arrive et en fait, tu vas alors bon, c'est rare, mais du coup, ça mène parfois à des achats un petit peu impulsifs où, du coup, tu vois que le beau, mais au final, tu rentres dedans, les gens ont enlevé tous leurs meubles et tout ça et finalement, là, le charme, il est complètement redescendu. Tu te rends compte, que, bah, il y a finalement des contraintes que tu avais pas anticipées, des éléments qui te correspondent pas forcément et qui engendrerait des travaux et donc la recherche d'un certain budget pour pouvoir, modifier, ces éléments qui te déplaisent là. Donc en fait, c'est dommage de partir en visite d'appartement sans avoir, une liste de critères précis, qui puissent en fait te guider sur tes choix et faire en sorte que ce soit pas trop émotionnel. Moi, j'aime bien l'émotionnel, tu vois? C'est important de se faire confiance, de y aller et de sentir que c'est, le bon bien, que c'est vraiment celui qui est fait pour toi et d'ailleurs, c'est comme ça que ça a fonctionné pour mon appartement. Tu vois, c'est hyper important qu'il y ait de l'émotionnel là-dedans, mais il faut faire aussi hyper gaffe à, ce que ça peut engendrer et qui peut te mettre mal, en fait, parce que finalement, bah, c'est un budget, pour rénover une maison en pierre exceptionnelle qui est vraiment hyper charmante, des poutres apparentes et tout ça. Hyper bien, mais finalement, le tout n'est pas dans un état, super. Il y a énormément de rénovation à faire. Il y a, la façade qui, s'écroule par-ci par-là. Enfin voilà, faut faire attention à tout ça et en termes de, comment soit savoir qu'on est prêt pour se lancer, dans une rénovation, je pense qu'un élément qui est hyper important, c'est, de savoir se dire que: «OK, je suis prêt à me lancer dans une rénovation et j'accepterai, le fait qu'il y ait des éléments que je n'avais pas forcément vus, que je n'avais pas forcément anticipé qu'il fallait, corriger, rénover et que j'accepte d'avoir une petite réserve de budget pour ces éléments-là. Je pense que c'est indispensable, tu en penses quoi? Ah bah, je suis, entièrement d'accord avec toi, complètement d'accord. Je reviens un peu sur ce que tu as dit au début. Ça me rappelle un peu la notion d'image qu'on a évoquée dans une autre, vidéo. Parfois, on se laisse un petit peu distraire par une image et c'est vrai que parfois on rentre dans un appartement, meublé et on se dit: «Waouh, il est super» et cetera. Déjà, faut faire un peu attention quand on visite un appartement qui est déjà meublé. Faut vraiment essayer de l'imaginer pas meublé et il faut aussi, regarder sous les meubles en place parce qu'on peut avoir des surprises. Des fois: «Tiens, il y a un bout de parquet qui manque». Ça arrive. À l'inverse, moi, j'ai presque envie de vous dire, à la fois, ne vous laissez pas trop distraire par, une très belle déco ou quelque chose comme ça. En même temps,
Parfois, peut-être aller un peu au-delà de vos a priori. Je sais que typiquement, dans la ville où je suis, il y a un peu des anciens, HLM, hein, techniquement, qui font pas forcément vue de l'extérieur, qui sont des logements hyper bien conçus, hyper lumineux, avec des vues de dingue parce que du coup, c'est quasiment les seuls immeubles, qui ressortent un peu en hauteur et vraiment, moi, je vous invite aussi à aller au-delà de vos a priori, à aller visiter des logements, que vous auriez pas forcément imaginés, d'accepter de vous laisser surprendre aussi par d'autres choses. Ouais, je suis d'accord avec toi aussi sur ce point. C'est vrai que parfois, on s'imagine pas que tel type de logement pourrait nous plaire. On en parlait tout à l'heure des différents types de logements et finalement, bah, c'est là qu'on a, vraiment le coup de cœur et qu'on se rend compte que ça coche toutes les cases et que, peut aller au-delà de nos a priori. Ça, c'est hyper important et c'est pareil pour choisir du neuf ou de l'ancien. Parfois, on se dit: «Oui, non, moi, il me faut impérativement du neuf. J'ai besoin, de pouvoir, personnaliser complètement le truc, parce et j'ai besoin d'avoir des murs complètement blancs, nickel et tout. Au final, bah, on se rend compte que, ça existe aussi dans l'ancien et il y a des logements qui peuvent vraiment, cocher beaucoup de cases dans du neuf, en fait. Je sais pas moi, des logements qui ont été complètement, rénovés thermiquement, et donc qui sont nickel, qui sont, classés A, enfin, tu vois? Et qui peuvent complètement correspondre à nos modes de vie aussi à la fois, donc vraiment très, très important de se laisser surprendre. Merci beaucoup, Juliette, pour, ton avis par rapport à tout ça. C'est hyper précieux toutes les informations que tu nous donnes et puis, bah, je te dis, à la prochaine pour une, ultime vidéo avec toi. Cette fois, on va parler d'un sujet, totalement différent donc merci à toi.